Bonsoir à toutes et tous. Kalispera. Nous sommes très heureux d'accueillir ce troisième webinaire consacré aux jeux vidéo. Oui, je Alors, d'accord. nous nous situons dans la soirée, dans la série d'événements du Novembre numérique. Novembre numérique, c'est une série d'animations pendant le mois de novembre qui est partagée entre les instituts français à travers le monde et qui mettent à l'honneur les savoir-faire français en matière de numérique, de culture numérique. Bien sûr, avec la Covid, les questions, les enjeux, les expériences sont nombreuses et le contexte prête quand même particulièrement à avoir ce type de discussion, même si ça veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir d'événements avec un public cette année à l'Institut français à Athènes, j'espère l'année prochaine. Mais en tout cas, on touche un large public en ligne et ça, c'est une très bonne nouvelle, on s'en réjouit. Pour nous, c'est la deuxième édition du Novembre numérique. Nous l'avons décliné en Grèce avec une série d'événements autour d'un fil rouge qu'on a appelé les nouveaux mondes de la création numérique, et un accent donc sur le jeu vidéo. Pourquoi le jeu vidéo? Parce que c'est une forme de création et d'ailleurs aussi une forme d'industrie culturelle qui est en pleine explosion, avec une diversité incroyable de contenus, de publics, de thématiques, vraiment une effervescence, on peut dire, certainement en France, et on pense aussi en Grèce. Et donc, il y a matière à débat, discussion, échange de meilleures pratiques, coopération, pourquoi pas. C'est ça, en tout cas, notre souhait. On a donc organisé trois webinaires. C'est le troisième qui commence maintenant. Mardi, la première table ronde était consacrée aux questions de société, aux questions éthiques qui se posent autour du jeu vidéo. Tout à l'heure, un peu plus tôt aujourd'hui, on avait un deuxième webinaire qui était consacré aux questions d'entreprendre dans le jeu vidéo, donc les questions économiques, financières, d'accompagnement de l'État, de financement participatif, toutes ces questions-là. Et maintenant, nous allons nous tourner vers les questions de création. Vous pourrez retrouver les trois webinaires sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Institut français de Grèce. Alors, la reconnaissance du jeu vidéo comme forme artistique, comme forme de création, est récente, pas tant que ça. J'ai recherché quelques dates. En 2006, les premiers chevaliers des arts et lettres pour le jeu vidéo, c'était notamment le créateur de Mario Bros. En 2011, une grande exposition, ce n'était pas la première, mais c'était quand même peut-être la première grande exposition en France consacrée aux jeux vidéo, qui était au Grand Palais. Et incontestablement, le jeu vidéo apparaît comme une nouvelle forme, peut-être la forme de notre temps d'œuvre d'art totale, comme on a dit à une époque, au 19e siècle, pour parler de ce qui allait émerger dans l'opéra, comme a été incontestablement au 20e siècle et jusqu'à maintenant le cinéma, qui allie finalement des techniques, des compétences, des savoir-faire artistiques dans toutes les directions. Je dirais quand même qu'il y a une dimension de plus dans le jeu vidéo, et c'est ça qui est probablement stimulant pour ceux qui les créent et intriguant pour ceux qui y jouent. C'est justement c'est la jouabilité, le gameplay, ce qui implique forcément une interactivité, une participation, un choix ou des choix au cours du jeu de la part des joueurs, et pas seulement des auteurs des jeux. Donc il y a quand même cette dimension nouvelle qui n'était pas là, évidemment, dans le cinéma ou dans l'opéra. Évidemment, avec toute nouvelle forme artistique, toute nouvelle forme de création, viennent de nouveaux défis, de nouvelles frontières pour à la fois les publics, pour les créateurs eux-mêmes, des nouvelles questions aussi, me semble-t-il, peut-être pour la conservation, pour l'exposition, pour les enjeux qui sont ceux des musées ou des archives, et qui sont aussi des belles questions, des belles questions, me semble-t-il, autour de la création. Je suis très, très reconnaissant aux participantes et participants de cette table ronde, cette troisième table ronde. Je passe la parole à Jean Jouberton qui va faire l'animation ce soir. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Commois, pour cette introduction. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Nous sommes partis pour 1h15 de discussion avant une étape de questions par la suite. Et on va discuter de la thématique de la création dans le domaine du jeu vidéo. Alors, un vaste sujet, hein, bien sûr, qui sera impossible de couvrir
pendant le temps qui nous est imparti, mais nos 3 invités vont faire de leur mieux, j'en suis sûr. Ce que je vous propose, c'est que on commence par un tout petit tour de table virtuel très rapide. Je vais vous présenter en 2-3 mots, et ensuite je vous laisserai la parole chacun à votre tour pour montrer quelques images de vos jeux, de vos réalisations, et aussi décrire rapidement quel est votre cœur de métier dans le jeu vidéo. Et ensuite, on pourra attaquer les thématiques de la discussion. Donc, nous sommes d'abord en présence de Florent Morin. Bonsoir Florent. Tu es le fondateur de The Pixel Hunt, un studio spécialisé dans les jeux vidéo indépendants, inspirés du réel, célèbre pour Entièrement mon amour, qui est une fiction interactive qui est sortie en 2017 et qui raconte les périples migratoires d'une jeune Syrienne quittant son pays pour rejoindre l'Europe. Et j'imagine que tu nous en montreras la bande-annonce tout à l'heure, on en saura un petit peu plus. Ensuite vient Johan Rousseau. Bonsoir, Johan. Toi, tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo depuis plus de 20 ans. Tu as cofondé en 2008 le studio Spiders, dont tu es aussi la présidente et l'autrice principale. Et côté réalisation, votre dernier jeu, c'est Gridfall, qui est sorti en 2019, donc tout récemment. Et j'imagine qu'on en saura plus aussi tout à l'heure. Et enfin, Vassilis Karavassilis, bonsoir. Toi, tu te définis toi-même comme un ingénieur amoureux des animaux et des jeux vidéo, mais surtout, tu es le directeur du studio Envy Softworks, en Grèce donc, et le président de la GDAG, qui est l'association grecque des créateurs et créatrices de jeux vidéo. Donc bonsoir à toi, Vassilis. Et quant à moi, voilà, je suis Jean Jouberton. Très rapidement, j'ai une formation d'histoire de l'art à l'origine, et ensuite, je me suis spécialisé dans l'étude du jeu vidéo comme patrimoine. Donc, j'ai abordé des questions que Patrick Commois a évoquées tout à l'heure, la patrimonialisation, l'exposition du jeu vidéo. J'ai travaillé un petit peu à la BNF, à l'audiovisuel. Et ensuite, depuis, je mène quelques petits projets de jeux vidéo, dont celui-ci ce soir, auquel je suis ravi de participer. Donc, maintenant, passons à nos invités. Qui veut se lancer en premier dans la présentation de son travail? Personne? Johan, je sens que tu es sur le point de te lancer. On t'entend pas. Johan, ton micro. C'est pas moi qui avais coupé le son, donc du coup, j'avais pas conscience que c'était coupé. Désolé, je vais lancer donc une petite vidéo juste en introduction, et puis on en parlera plus avant, dès que ce sera... c'est bon. Hop. Super. Donc, c'est une vidéo qui résume un peu les différents projets sur lesquels j'ai travaillé dans ma carrière. J'ai donc commencé en 1998, comme c'était indiqué sur la vidéo, en tant que graphiste 2D à l'époque, et puis comme c'était une toute petite boîte aussi comme game designer, et assez vite chef de projet. J'ai eu donc une carrière qui m'a amené à travers aussi le développement de jeux sur mobile en passant chez Gameloft, le jeu sur PC chez Monte Cristo, et donc effectivement nous avons créé avec quelques collègues le studio Spiders en 2008, pour lequel, et grâce auquel nous avons développé 6 jeux, dont le dernier effectivement Gridfall est sorti l'année dernière. Voilà, chez ce studio, je suis à la fois la dirigeante du studio, donc je m'occupe à la fois de l'administratif, mais également aussi de la partie écriture, puisque c'est moi qui conçois les univers, les scénarios
et qui écrit une bonne partie, voire l'intégralité des dialogues selon les projets. Donc voilà un peu qui je suis et ce que j'ai fait. Merci beaucoup pour ce résumé exhaustif. J'ai même vu les quelques images à la fin, toute fin du prochain projet, Steel Rising, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Je pense je pense qu'on l'évoquera aussi au cours de nos discussions. Qui veut se lancer ensuite? Florent, Vassilis, Florent? C'est pas facile de passer après Jehad, mais je veux bien, je veux bien essayer. Moi, ça fait beaucoup moins de temps que je fais des jeux vidéo parce que j'ai d'abord commencé par faire du journalisme. J'ai commencé le journalisme en 2002, puis j'en ai fait à peu près une dizaine d'années. Et puis après, j'ai décidé un peu de faire une réorientation professionnelle vers le jeu vidéo, même si c'était pas tout à fait. Ah, on me dit que mon son est problématique. Vous m'entendez pas bien en fait? Si, personnellement, si. Tu es sur le bon canal? Je suis sur le canal France, oui. Ok. Personnellement, j'ai pas de soucis, mais. Je comprends pas à quel point il est problématique. Bon, ouais. Écoutez, je sais pas ce que je peux faire. Apparemment, Vassilis, c'est bon pour lui. Bon, eh bien, écoutez, je continue à parler. Bon, non, ça a l'air d'aller. Oui, alors j'ai arrêté de faire du journalisme, mais pas vraiment, puisque en fait, si j'ai souhaité commencer à faire du jeu vidéo, c'était avec quand même en tête de garder cette attirance pour le réel que j'avais déjà, qui avait été un peu à l'origine de ma vocation journalistique, et donc de faire avec The Pixel Hunt ce qu'on appelle des jeux du réel. Alors c'est un peu un barbarisme qu'on a inventé, mais qui veut dire que on ne veut pas parler forcément de créatures fantastiques et de choses impossibles, parce que d'autres gens le font beaucoup mieux que nous. Par contre, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de parler du monde qui nous entoure et peut-être d'apporter aux joueuses et aux joueurs un éclairage qui n'est pas forcément celui qu'ils ont par ailleurs dans les sources d'informations qu'ils peuvent avoir. Et je dis ça comme si c'était uniquement documentaire ou même journalistique. C'est pas le cas. Le prochain projet sur lequel on travaille est beaucoup plus de l'ordre de la philosophie sur qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Mais en fait, on essaie toujours voilà, d'avoir le réel en toile de fond. Et donc, comme tu le disais, Jean, le projet dont vous avez le plus de chances d'avoir entendu parler, c'est Enterrement mon amour. Je vais vous passer très rapidement le petit trailer du jeu. Alors, je crois que pour ça, il faut que je fasse ça. Voilà. Et ça. Hop là. Voilà, donc c'est un jeu qui est inspiré évidemment d'événements réels, comme vous l'avez compris. C'est en français, j'ai pas de version du trailer en grec, mais c'est l'histoire de Nour et Maj, qui sont un couple marié et qui sont séparés par la guerre parce que Nour décide de partir pour essayer de trouver refuge et une vie meilleure en Europe, et Maj ne peut pas l'accompagner parce qu'il a encore sa mère et son grand-père dont il doit s'occuper. Donc ils sont séparés, et comme la plupart des migrants avec leur famille aujourd'hui, ils ont
ils ont un téléphone portable avec lequel ils peuvent rester en contact. Et donc, on a dans son téléphone des messages de Nour. On doit essayer de lui venir en aide comme on peut. C'est pas toujours très simple, ça se passe pas toujours très bien. L'idée est vraiment d'essayer de donner à percevoir cette réalité, pas de mettre les gens dans la peau des migrants parce que on n'est pas dans la peau des migrants et je le souhaite à personne, mais en tout cas au moins de comprendre l'urgence qu'on peut ressentir quand quelqu'un qu'on aime est à des milliers de kilomètres de soi et affronte des situations compliquées. Voilà, donc ça c'était notre précédent projet. Là, on bosse sur quelque chose de complètement différent. Je ne peux pas trop en parler encore pour l'instant, mais toujours dans cette idée de vouloir parler du réel et d'en raconter ce qu'on en perçoit aux joueuses et aux joueurs qui nous font confiance. Voilà. Merci beaucoup Florent, et je recommande bien sûr à tout le monde de faire Entends-moi mon amour, qui est un jeu extrêmement touchant et presque essentiel, je pense. Voilà. Non, en plus, il est bien fait, mais il permet de toucher du doigt un petit peu, voilà, comme tu l'as expliqué, des situations qui sont un petit peu exceptionnelles et parfois un peu difficiles. En tout cas, merci. Et il nous reste maintenant Vassilis pour te présenter et montrer un petit peu quelques images de tes créations. C'est ton tour, je t'en prie. Merci beaucoup. Je commence à regretter de ne pas être le premier à avoir pris la parole, parce que je ne sais pas quoi ajouter pour pouvoir concurrencer les intervenants précédents. Moi, j'ai un studio à Patras, nous sommes 7 personnes, et en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve notre pays, mais également la scène en général, jusqu'à présent, nous n'avons pas commercialisé de jeux, de produits, mais nous travaillons pour des clients et toujours dans le domaine des jeux numériques. Et heureusement, 3 ans après nos débuts, nous travaillons sur notre propre jeu et nous espérons que bientôt, nous pourrons le commercialiser. Mais nous avons donc d'autres prototypes que je peux vous présenter, d'autres travaux, d'autres œuvres que nous avons effectuées auparavant. Voilà une idée de tout cela. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα.
Vous avez pu prendre un avant-goût, une idée de ce que nous faisons. Je ne voudrais pas ajouter autre chose. Merci beaucoup. Merci à toi, Vassilis. Donc, du coup, voilà, on est sur des propositions C'est vrai, plutôt... mais Pardon. J'entendais une traduction, non, c'est bon. Oui, merci, Vassilis, pour cette présentation. Donc, des propositions plutôt orientées vers la VR, donc une question de support dans le jeu vidéo assez unique, assez particulière, et on aura l'occasion d'y revenir ensemble un peu plus tard dans la discussion. Mais pour commencer ces discussions, je voudrais commencer un peu par le commencement, disons, et qu'on s'attarde un peu sur les différents moments de la création d'un jeu, le processus créatif dans son ensemble, en fait, voir un petit peu comment ça se passe. Et la première étape dans la création d'un jeu, c'est la naissance du projet. Comment naît un projet de jeu vidéo? Comment on détermine son intérêt, sa faisabilité aussi, quand on est développeur ou développeuse? Et du coup, comment on concilie aussi les envies personnelles, les désirs de jeu et aussi les tendances du marché? Parce que, mine de rien, il ne faut pas se le cacher, ça reste comme une industrie. Et il faut bien quand même que les projets puissent ramener un petit peu d'argent pour ensuite pouvoir continuer à faire d'autres projets. Donc, comment, vous, dans votre expérience, les projets ont pu naître au sein de vos studios? Je vais commencer. Je t'en prie, Jeanne. Alors, aujourd'hui, la question est un peu différente pour nous parce qu'on est un studio qui a un peu d'histoire et qui a sorti un certain nombre de jeux. Donc, on a moins de difficultés aujourd'hui sans doute qu'on en avait, même si évidemment les projets naissent quand même et qu'il faut quand même évidemment faire apparaître ces concepts et décider comment on les met en œuvre, qu'on a malgré tout des contraintes. On reste un studio qui reste malgré tout relativement petit par rapport à nos concurrents principaux, puisqu'on est maintenant une cinquantaine en comptant le département administratif, etc. Donc, ça reste évidemment pas si grand que ça. Mais si je reviens un peu à l'origine du studio, il est certain qu'effectivement, on a eu des projets qu'on n'a pas réussi à mener à bien, justement, alors essentiellement pour des raisons de réalisme économique ou en tout cas de réussir à trouver la bonne recette pour séduire investisseurs ou éditeurs. En ce qui nous concernait, c'était surtout un éditeur. Mais finalement, le côté créatif, le processus créatif qu'on a chez Spiders fait qu'on a rarement une réelle problématique, par contre, technique ou de mise en œuvre. Alors, on dit souvent qu'on est très ambitieux ou trop ambitieux par rapport à la taille de nos sociétés. C'est possible et probable même, mais fondamentalement, ce n'est pas quelque chose que je considère être un problème ou un défaut. On a tendance à être trop généreux, c'est possible, parce qu'on aime un genre de jeu particulier qui sont les jeux de rôle et qu'on aime donner le plus de choses possibles dedans, et que, effectivement, on n'a peut-être pas forcément toujours les moyens de le faire aussi bien qu'on le voudrait, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut facilement se dire qu'on va enlever une brique de jeu ou un morceau du scénario juste parce qu'effectivement, on a été un petit peu surambitieux. Mais par contre, c'est vrai qu'on intègre dès le début du processus de création les contraintes techniques comme étant un pilier ou vraiment un élément à part entière de la création en elle-même. Même dans la création de l'univers, dans la création du scénario, dans la création évidemment aussi du gameplay et des mécaniques de jeu, on va effectivement toujours intégrer par exemple la console sur laquelle ou les consoles sur lesquelles on travaille en connaissant les limites et les possibilités, en intégrant aussi évidemment nos contraintes de production. Donc je pense que ça reste le meilleur moyen d'éviter de se tromper ou de se planter gravement. Après, par contre, l'adéquation au milieu économique et à l'attente du public, ça reste toujours quelque chose qui est un peu en suspens, parce que, alors, il y a effectivement la première étape qui est de trouver les financements pour développer le jeu, où là, on va s'adresser soit à des éditeurs, soit à des financements autres qui peuvent être, ça va de la plateforme de financement participatif à, évidemment, des investisseurs, business angels et ce genre de choses. Mais nous, effectivement, on a plutôt travaillé avec des éditeurs jusqu'ici. Il faut nouer un partenariat avec ces éditeurs-là, il faut qu'ils aient confiance dans le studio avant même d'avoir confiance dans le produit. Il y a forcément, on va dire, une période où il faut un petit peu réussir à gagner leur confiance en leur montrant des démos, des projets, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'aller assez loin, finalement, dans l'établissement du projet avant de pouvoir espérer les séduire. Donc, il faut essayer de ne pas trop se tromper là-dessus. Et parfois, nous, en tout cas, au tout début, il nous est arrivé de nous tromper à ce niveau-là.
Par la suite, en fait, effectivement, une fois qu'on commence à être un peu plus connu, c'est plus simple. Mais le fait qu'on trouve un éditeur ne va pas forcément préjuger du succès commercial que va avoir le jeu au final, puisque c'est encore autre chose. Alors évidemment, on espère que l'éditeur a du nez et qu'il va choisir des jeux qui vont fonctionner, qui va en plus mettre des moyens marketing et pour que le jeu soit connu, puisque vous pourrez faire le meilleur jeu du monde, si personne n'en parle et ne sait qu'il existe, bah, de toute façon, il ne se vendra pas. Donc, il y a effectivement, on va dire, une première étape qui se situe à ce niveau-là, au niveau effectivement de l'éditeur, puis après, à la sortie du public. Et bon, c'est un peu une alchimie qui n'est pas toujours simple à trouver. Je ne suis pas sûre qu'il existe une recette magique de toute façon. Et Florent Vassilies, en ce qui vous concerne, du coup, comment sont nés vos projets, de quoi partent-ils? Moi, il se trouve que The Pixel Hunt s'est structuré d'abord autour d'une activité de prestation. Une activité de prestation un peu spéciale parce que on a toujours travaillé que pour soit des institutions culturelles, soit des sociétés de production audiovisuelle qui avaient par exemple des documentaires à la télévision et qui voulaient, pour accompagner la diffusion du documentaire, faire des jeux vidéo disponibles gratuitement sur Internet et financés en général par les diffuseurs, donc France Télévisions, Canal+, Arte, etc. Donc dans un premier temps, nous, on a pu un peu, comment dire, faire nos armes sur des projets qui n'étaient pas les nôtres. Ça avait ce gros avantage de ne pas se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on trouvait comme idée à faire, vu que ce n'est pas nous qui avions l'idée à la base. Ça avait un gros inconvénient, c'est que ce n'était pas nos projets. Et on a tourné autour de l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme premier projet véritablement indépendant de The Pixel Hunt pendant des mois, voire des années. Et puis, il se trouve que pour Enterrement mon amour, l'idée est arrivée d'un article du Monde.fr qui s'appelait Le journal d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp et qui était quasiment la même chose que le jeu en fait, c'est-à-dire une jeune femme qui s'appelle Dana, qui avait été rencontrée par une journaliste française, Lucie Soulier, et qui avait accepté de mettre à disposition de Lucie 430 captures d'écran de ses conversations avec sa famille alors qu'elle était en train de faire le périple entre Damas et l'Allemagne où elle essayait de se rendre avec son beau-frère. Et moi, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, en fait, ça, c'est hyper intéressant en article. Ça le serait peut-être autant, voire peut-être encore plus, avec le niveau d'interactivité que permettrait le jeu vidéo. Donc, le jeu s'est imposé, en fait, à moi. Une fois que j'avais vu cet article, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Ça s'est imposé à moi, ça s'est pas exactement imposé aux gens à qui j'ai été demander de l'argent. J'ai eu un peu plus de mal à les convaincre que c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, peut-être qu'au départ, ça n'en était pas forcément une. On a pas mal tourné autour du projet, on l'a pas mal modifié parce qu'on était parti avec un peu de naïveté au départ, avec des choses qui auraient été peut-être un peu difficiles à tenir ou à justifier éthiquement, comme par exemple comment est-ce qu'on allait illustrer le jeu, est-ce qu'on allait faire des prises de vue réelles. Et utiliser des photos de vrais reportages, ça aurait été, je pense, problématique. Mais au départ, j'y ai pensé. Enfin, le travail avec les partenaires, notamment avec Arte, nous a permis, pour les convaincre, d'affiner notre projet. Ça, c'est super aussi quand on trouve des partenaires qui ne sont pas juste des carnets de chèques, mais qui sont des gens qui vont pouvoir vous aider à préciser votre projet, à l'affiner. Et je le dis souvent, Arte a commencé par refuser, en fait, Enterrement mon amour, jusqu'à ce qu'on leur fournisse un prototype et qu'on leur montre et qu'ils soient convaincus par le prototype et pas sur le papier par notre capacité à faire le jeu qu'on imaginait dans nos têtes, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour le premier. Je rejoins complètement Johan quand elle dit une fois qu'on en a fait un et qu'il a eu son succès. Alors le succès se définit de bien des manières. Nous, par exemple, il n'est pas économique notre succès, mais il est de critique, de mérite. Voilà, je pense qu'on a identifié The Pixel Hunt comme étant un studio qui apportait quelque chose à la discussion sur ce que pouvait être le jeu vidéo. Ça a été plus facile de trouver des gens pour financer notre nouveau projet, une fois que la pompe, entre guillemets, est amorcée. Mais c'est pas simple, hein. Il y a des gens qui sont des excellents faiseurs de jeux vidéo et qui vont se croire à fond à leur projet parce qu'ils ont trouvé le petit détail qui va faire que leur roguelike à eux, donc leur jeu où on n'arrête pas de mourir et il faut mourir encore pour progresser, ils ont trouvé le petit détail qui va en faire une perle.
ils vont investir toutes leurs économies dans ce rêve qu'ils ont, ils vont le sortir et puis ils vont en vendre 200 exemplaires et probablement de jeu vidéo à tout jamais, alors que le jeu en lui-même est excellent, mais que personne n'y a joué, personne ne l'a connu, personne ne lui a donné sa chance pour voir ce qu'il avait de mieux que la concurrence. Le jeu vidéo, c'est quand même, ne serait-ce que pour parler de l'App Store d'Apple, plus de 500 sorties tous les jours. Donc c'est C'est pour vous pareil donner sur Steam, c'est... ouais. c'est très très voilà. Donc voilà, je m'arrête de parler. Mais du coup, tu as anticipé sur une thématique que j'aurais voulu aborder avec vous trois, qui est celle des jeux de commande, en fait. Souvent, c'est vrai que c'est une réalité qu'on n'a peut-être pas forcément en tête, enfin, surtout le grand public. Un studio se fait souvent prestataire, surtout quand il est parfois naissant ou quand il commence à faire ses armes, comme tu l'as expliqué. Et du coup, lors de ces jeux de commande, comment cela redéfinit le processus créatif un petit peu d'un studio et des développeuses et des développeurs? Sur quels paramètres, en fait, le studio peut encore jouer pour s'approprier en un sens le jeu? Je pensais à toi, du coup, forcément, parce que je savais que tu avais beaucoup travaillé avec des institutions culturelles, Florent, mais je sais que, Johan, de ton côté, vous avez fait aussi des portages au début avec Spiders. Euh, ça rentre un petit peu en ligne de compte aussi, c'est de la prestation. Et Vassilis, comme tu nous l'expliquais, pour l'instant, tu as beaucoup travaillé aussi alors, avec des clients pour leur proposer des expériences interactives, ce genre de choses. Alors ça permet de faire ses armes, mais comment on se positionne en tant que studio avec une patte créatrice propre à ce moment-là? Vassilis, du coup, vu qu'on t'a pas entendu encore, est-ce que tu veux commencer sur cette thématique? Oui, c'est un bon point pour intervenir. Je pense que c'est un gros piège, travailler pour quelqu'un d'autre et pas pour son propre studio. Car on peut s'écarter de la créativité. On travaille sur commande. On travaille selon la mentalité et le mode de réflexion de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on a, par exemple, un client et non pas un partenaire ou un collaborateur ou un éditeur, mais quelqu'un avec qui on travaille, pour qui plutôt on travaille, on fait une œuvre, s'il n'a pas demandé ton avis, ton point de vue culturel, il y a peu de choses à faire. Et là, il y a des limites difficiles à franchir par la suite quand on essaie de créer sa propre œuvre, son propre jeu. Quoi qu'il en soit, pour moi, il s'agit plutôt de trouver ces petits détails où l'on peut intervenir sans que le client s'en aperçoive quelquefois. Comment on peut enrichir le résultat final, l'œuvre finale, sans que cela n'attire son attention. Car je pense que ce qui fait la différence dans les jeux, et je pense que vous le savez, ce sont ces petits détails, ce sur quoi on ne se rend pas compte. Et lorsqu'on se rend pas compte, lorsqu'on se rend compte, c'est négatif. C'est ce côté intéressant qui n'attire pas l'attention. C'est comme ça que j'envisage le fait de travailler sur une œuvre de quelqu'un d'autre, sur commande. D'accord. Et du coup, c'est une manière de conserver une certaine part créative dans le processus de création de l'œuvre qui, fondamentalement, n'est pas la tienne. Mais du coup, oui, voilà, de manière un petit peu secrète, du coup, d'après ce que tu décris, mais tout de même, c'est une part de créativité. Est-ce que, du coup, vous, Florent et Johan, ça a été la même chose? Dans le cas d'une adaptation, ça pourrait être plus envisageable. C'est vrai que sur un portage, par exemple, je pense à l'expérience que tu as pu avoir, Johan, comment on peut agir d'un point de vue créatif sur un portage? Est-ce que c'est possible déjà ou pas du tout? Alors, il y a plein de choses différentes. Le fait de travailler pour un autre studio et d'être prestataire de service d'une certaine manière mercenaire, ça peut toucher à plein de choses. Et on a eu différents types de missions dans cet ordre-là, puisqu'on a fait aussi bien des missions partielles techniques, donc où en fait une partie de notre équipe venait en renfort d'un autre développeur, là souvent, pour les aider sur un point de technique spécifique. En fait, au début de Spiders, c'était l'époque de la PS3, qui était donc la console de Sony de l'époque, qui était très difficile à programmer.
Il se trouve que dans notre équipe, on avait des spécialistes en programmation qui connaissaient très très bien l'architecture de la PS3. Et donc, on a comme ça vendu un certain nombre de prestations à différents développeurs pour venir les aider juste à s'occuper uniquement de la partie programmation de la PS3 dans le cadre de leur développement à eux. Là, évidemment, la partie créative est vraiment réduite à... Alors, je ne veux pas dire que le code ne peut pas être créatif, parce qu'en réalité, il peut l'être, mais on va dire que ce n'est certainement pas pour ça qu'on faisait appel à nous. On a eu aussi du travail donc effectivement de portage vraiment strict, c'est-à-dire qu'on était contacté par un développeur qui avait un jeu sur PC et qui nous demandait d'en faire une version sur console. Alors, c'est Sherlock un Holmes, petit peu si je ne me trompe pas. Oui, notamment 2 portages de jeux chez Sherlock Holmes différents. C'est un petit peu plus compliqué quand même que de juste faire une adaptation en programmation on va dire, d'une plateforme à une autre. Puisque il faut comprendre évidemment que c'était des jeux qui étaient très très pensés pour le PC, avec le clavier et la souris. C'était des jeux d'aventure, hein, donc on cherche des objets à l'écran et on essaye de progresser comme ça dans l'enquête en assemblant des objets ou en interagissant avec un certain nombre d'objets. Et évidemment, c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire au pad, puisqu'on ne va pas balader avec un pad un curseur sur tout l'écran pour essayer de trouver les objets. Donc, on a dû trouver des solutions différentes. On a dû imaginer des solutions qui fonctionnent. On ne pouvait pas non plus mettre tout en surbrillance parce qu'une partie de la difficulté du jeu disparaîtrait. Donc, c'est plus on va dire, dans la manière d'imaginer des solutions adaptées aux consoles qu'on a dû être créatif, en fait, même si, évidemment, cette créativité-là ne portait pas sur l'histoire ou sur la narration elle-même, puisque tout était déjà, en fait, bien sûr, dans le jeu d'origine, qui était déjà sorti, en plus, sur PC. Le jeu était déjà en magasin. Donc, en fait, il y a eu un travail un peu particulier là-dessus. Et enfin, on va dire que dans le cadre de Spiders, on a eu aussi un autre cas de figure qui est quand on a travaillé sur Forks and Men, donc qui est un projet, en fait, qui était à l'ordre d'idées, essentiellement, hein, on va dire un document, quasiment uniquement, avec quelques concepts donc des illustrations, en fait, de personnages, qui avait été fait par Cyanide et donc un autre studio de développement français qui souhaitait en fait développer ce jeu-là, mais qui n'avait pas les équipes en interne pour le faire. Et du coup, il a fallu complètement créer le jeu à partir donc de quelques dessins et d'un document papier. Là, évidemment, la part créative est bien plus importante. Mais on a travaillé avec évidemment le directeur créatif de Cyanide. Et comme le disait Vassilis tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué parce qu'on doit évidemment toujours, tout est une négociation en fait. On est dans une forme de diplomatie. Je pense que tous les gens qui travaillent dans les milieux publicitaires, du graphisme, etc., comprennent très bien ce dont je veux parler. C'est que même si évidemment on attendait de nous qu'on crée des choses, il fallait bien qu'on crée des personnages qui n'avaient pas été dessinés, puisqu'on avait le dessin que de 2 personnages, évidemment, il en fallait beaucoup plus dans le jeu. Il fallait aussi évidemment qu'on enrichisse l'histoire, qui était à ce stade très, très limité. Il fallait qu'on écrive des dialogues pour les personnages, qu'on leur choisisse des voix, etc. Enfin, ça a été évidemment une création complète. Mais tout devait être négocié, tout devait être présenté et tout devait malgré tout rester une production Cyanide, même si elle était effectuée par nos soins. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué, très frustrant, honnêtement, même si c'était une opportunité très intéressante et que ça a été très enrichissant pour nos équipes, mais c'est très très frustrant au niveau créatif. Et donc, c'est effectivement quelque chose aujourd'hui qu'on ne referait pas, parce que évidemment on n'a pas les mêmes moyens et pas le même historique qu'à l'époque. Mais voilà, c'est effectivement une situation compliquée. Et le dernier état de figure qui existe et que pour le coup j'en ai pas fait chez Spiders, mais par lequel on est passé quand je travaillais chez Gameloft, c'est le fait de travailler avec une licence par exemple, d'un livre ou par exemple d'un film, et de devoir en faire un jeu. Alors là, il y a aussi une part de négociation, mais qui est moins difficile, en tout cas sur les exemples que j'ai pu vivre, que quand on travaille avec un autre développeur de jeu. Parce qu'au final, en général, les gens qui viennent de la littérature ou du cinéma vont avoir des exigences moins élevées ou moins complètes de ce que doit être un jeu. Ils connaissent moins ce médium. Alors, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant c'est complètement faux et que peut-être que maintenant ils sont super au courant, ils savent ce qu'il faut faire. Mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Et du coup, autant il y avait des points très importants pour les garants de la licence, qui étaient, par exemple, certaines couleurs, certains codes couleurs, certains
certaines phrases même que devaient dire les personnages, certaines situations où il voulait absolument qu'il y ait tel personnage qui apparaisse à un moment, ce genre de choses. Enfin, on était quand même très guidé en termes narratifs ou en termes d'univers, évidemment en termes de rendu graphique. Il fallait vraiment qu'on respecte les codes graphiques qui pouvaient être déjà existants, soit sur des œuvres précédentes. Mais finalement, sur la partie conception de jeu, on était relativement libre. La narration est toujours un petit peu plus complexe parce qu'évidemment, il faut quand même respecter la trame existante de ces univers. Mais on va dire ces univers justement qui se déploient à travers plusieurs médias sont maintenant de plus en plus communs et sont quelque chose que le public en plus recherche de plus en plus. Par exemple, ils ont vu le dernier Marvel au cinéma et ils veulent jouer au dernier jeu Marvel et les histoires vont se compléter en fait. Ce n'est pas une réplique simplement de l'histoire, c'est quelque chose qui va venir amener du contenu supplémentaire et permettre d'une certaine manière pour le joueur ou pour le spectateur de compléter son expérience, de lui donner d'autres éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui se développe de plus en plus et qui est amené, je pense, à nous-mêmes, en tant que développeurs, à nous amener à réfléchir aussi sur nos créations en nous demandant, on a fait ces portages, mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un d'autre faisait l'adaptation, par exemple, en livre ou en film, de nos univers, sans en faire justement une traduction littérale, mais en essayant d'enrichir cet univers. Comment ça se passerait pour nous? Et c'est aussi une démarche qui est très intéressante. Merci. Et est-ce que Florent, est-ce que tu veux intervenir sur cette question-là avant qu'on passe à la suite ou pas? Rapidement, moi, Ouais. tout ce que j'ai pu faire, c'était très proche de ce que Johan a décrit à la fin, c'est-à-dire, moi, je travaillais avec des gens qui ont déjà fait un documentaire et qui sont des gens qui viennent de l'audiovisuel et qui ont tout un corpus documentaire à mettre à disposition pour qu'on fasse un jeu. Mais eux, ce qui leur importe vraiment, c'est la narration dans leur documentaire, le montage, la voix off, enfin, tous les éléments qu'ils connaissent très bien. Après, le jeu, s'ils viennent nous chercher, c'est justement parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. C'est arrivé une fois que on ait un retour négatif d'un auteur de documentaire sur notre jeu, mais en fait j'ai découvert ensuite que c'était plus des bisbilles entre l'auteur et le producteur qui faisaient que finalement tout ce qui arrivait à l'initiative du producteur était mal vu par l'auteur, que une vraie opposition par rapport au travail sur le jeu. C'est très reposant de travailler avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience du jeu vidéo parce que bah, pour peu qu'ils vous fassent confiance, en fait, la liberté créative, là, pour le coup, devient assez grande. Et moi, j'ai des très bons souvenirs. Et d'ailleurs, on en fait encore aujourd'hui des missions de prestation. Et en général, je suis toujours assez content. Ça demande pas mal d'énergie, c'est vrai, mais ça permet de faire marcher des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire marcher dans les jeux qu'on fait soi. Donc, c'est toujours quand même sympa, je trouve. Récemment, je peux me permettre de mentionner le Royaume d'Istiad que tu as réalisé voilà, avec ton équipe pour le site consacré à la fantaisie de la BNF. Voilà, un très chouette jeu narratif, très sympathique. J'aurais aimé qu'on reste un peu sur l'organisation et les étapes de création d'un jeu, mais le temps avance et j'ai envie qu'on parle un peu d'écriture. Je pense que vous serez d'accord pour ça. Parce que c'est quand même un élément essentiel dans le jeu vidéo, puisque créer un jeu vidéo, c'est en grande partie raconter une histoire. Alors tous les jeux vidéo, bien sûr, ne racontent pas des histoires. Certains se focalisent uniquement sur le pur plaisir du gameplay, et d'ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais une large part des jeux proposent quand même un récit. Mais le jeu vidéo est un objet particulier qui, par exemple, par rapport au cinéma ou un livre, va raconter les choses de manière différente et pour lequel, du coup, il va falloir écrire différemment. Donc, comment vous envisagez-vous, en tant que développeuse et développeur, l'écriture pour un jeu vidéo? Qui veut commencer? Johan, vas-y, on va arrêter de se faire des vas-y. politesses. Vas-y. Alors, l'écriture pour un jeu dépend évidemment du type de jeu. Il y a des jeux qui vont être très linéaires parce que l'expérience de jeu se situe plus autour justement de mécaniques d'assemblage. Par exemple, on peut penser effectivement à pas mal de jeux d'aventure, auquel cas, finalement, l'histoire va être assez ressemblante à celle d'un film, pour résumer très très rapidement. Un peu plus longue en général en termes de temps d'expérience et évidemment le rythme de l'histoire doit inclure quand même l'intégration justement de tous ces moments de jeu, de toutes ces énigmes par exemple à résoudre, ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui peut se concevoir et s'écrire un petit peu finalement de la même manière malgré tout.
Là où, et c'est évidemment la partie qui m'intéresse le plus, et c'est ce que je fais moi au quotidien, les choses sont un petit peu plus complexes et amusantes, j'ai envie de dire, c'est quand on commence à intégrer des possibilités de choix multiples, c'est-à-dire qu'on met le joueur face à des choix narratifs qui peuvent se situer aussi bien au sein d'un dialogue. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs par exemple dans la vidéo de Florent tout à l'heure, on choisit entre 2 réponses possibles, alors 2, 3, 12, peu importe, mais effectivement ces réponses vont amener une réaction différente et potentiellement une modification dans l'histoire. Mais on peut aussi très bien imaginer, et c'est quelque chose qu'on fait dans nos jeux la plupart du temps, que simplement les choix même de direction dans l'environnement. Donc, est-ce que je prends la route de droite ou la route de gauche? Est-ce que je vais rentrer dans ce bâtiment en me glissant discrètement par la fenêtre, ou est-ce que je vais frapper à la porte pour essayer de rentrer? Rien que ces choix-là, qui sont donc des choix qui sont directement intégrés dans l'expérience de jeu, et pas seulement uniquement des choix qu'on fait à travers des menus de dialogue, vont aussi avoir potentiellement un impact sur l'expérience narrative. Par exemple, si j'ai frappé à la porte, je vais avoir la personne qui va m'ouvrir et qui saura que je suis là. Alors que si je suis passé par la fenêtre discrètement, je pourrais peut-être aller farfouiller dans ses affaires avant peut-être de me faire attraper et du coup de finir en prison. Donc, évidemment, dit comme ça paraît relativement évident, mais il faut comprendre que dans un jeu vidéo, toutes les situations vécues par le joueur ont dû être pensées avant par des game designers ou par les scénaristes et scriptées, c'est-à-dire qu'elles ont été programmées pour qu'elles fonctionnent. Il ne peut pas y avoir de situation, ou alors c'est un bug, qui apparaissent de manière complètement spontanée. C'est-à-dire que si on n'a pas prévu que vous passiez par la fenêtre, vous ne pourrez pas passer par la fenêtre. Et évidemment, du coup, il n'y aura pas de conséquences spécifiques au fait de passer par la fenêtre. Donc, c'est quelque chose en fait qui place le scénariste et les game designers dans une position très particulière parce qu'on doit imaginer à l'avance tout ce que les joueurs voudront ou pourront avoir envie de faire. Donc c'est une forme d'écriture qui est vraiment radicalement inverse pour le coup de celle du cinéma. On ne se positionne pas en tant qu'auteur qui vient imposer une histoire, on se positionne au contraire derrière le joueur en nous demandant sans arrêt qu'est-ce qu'il aimerait faire. Dans telle situation, qu'est-ce que le joueur pourrait avoir envie de faire? Est-ce qu'il va justement avoir envie de passer par la fenêtre ou est-ce que ça va lui paraître complètement farfelu et où du coup il ne pensera pas? Et s'il n'y pense pas, ça ne sert à rien de le programmer parce que ça prend du temps, ça prend des ressources, etc. Donc en fait, tout doit être réellement imaginé à l'origine pour essayer de rendre l'expérience du joueur aussi agréable, aussi amusante, intéressante, etc., fascinante que possible. Et c'est vraiment un positionnement qui n'a rien à voir, en fait. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas transmettre des idées ou des idées personnelles ou des messages personnels à travers ça, mais ça veut juste dire qu'on ne le fait pas du tout de la même manière. En fait, justement, même le fait de pouvoir offrir des choix aux joueurs a tendance finalement à renforcer la subtilité du message. Parce qu'en fait, on compte beaucoup plus sur l'empathie du joueur pour son personnage, puisque comme il fait des choix, il a un attachement tout particulier qui va se créer avec ce personnage, et les autres personnages autour, par exemple, le choix donnant une forme de liberté qui crée un attachement très fort. Et du coup, effectivement, à travers des choses, alors effectivement, c'est des messages qui peuvent être, on va dire, un petit peu plus subtils ou qui demandent en tout cas au joueur de réfléchir réellement à ce qu'il veut faire, mais c'est effectivement quelque chose qui peut arriver malgré le fait d'utiliser ça. En tout cas, en termes vraiment de méthode d'écriture, je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, mais c'est probablement, si on devait vraiment comparer à quelque chose d'autre que du jeu vidéo, ce qui se rapprocherait le plus des méthodes d'écriture qu'on peut avoir. À la différence que nous, en plus, on doit intégrer toutes les contraintes techniques évidentes de notre média. En livre, on peut faire ce qu'on veut. J'ai une armée de 10 millions, par exemple, de soldats qui débarquent sur la plaine. J'ai mon chat qui boit juste à côté, ça doit faire du bruit. Ah, on n'entend pas trop. Pour l'instant, non. Parfait. Donc, je peux décrire une armée de 10 millions de soldats qui débarquent sur la plaine et qui met le feu à la steppe. Mais évidemment, dans un jeu vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué. Ou alors, je vais devoir décrire chaque soldat comme une sorte de tout petit bidule qu'on verra de très loin et on ne rentrera pas évidemment dans les émotions de ce soldat-là en particulier. Donc, en fait, on va avoir des contraintes évidemment techniques qui sont complètement différentes, des contraintes de mise en scène, des contraintes vraiment même de manière
j'ai envie de dire de faire participer le joueur justement, mais si ces contraintes sont intégrées justement dans la période de conception et dans l'écriture, on arrive justement au contraire à un média qui peut être extrêmement, extrêmement fort de par cette capacité d'empathie en fait. Voilà. Et surtout, on arrive à un média qui peut livrer son histoire de plein de façons différentes et à plein de degrés différents. Tu disais, Jean, que tous les jeux ne sont pas forcément narratifs ou tous les jeux ne laissent pas forcément la même place à la narration, et c'est tant mieux, parce que, par exemple, quand on joue à un jeu qui va proposer un gameplay d'action, certains joueurs vont surtout avoir envie de tuer des monstres, je dis ça au hasard, mais d'autres pas. Et ces autres-là vont peut-être avoir envie, dans chaque maison dans laquelle ils vont rentrer, d'aller un petit peu regarder plein de détails. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle, par exemple, du storytelling environnemental. Donc, ça veut dire, je raconte une histoire, mais au lieu d'écrire l'histoire dans un livre que le joueur va trouver sur une table et il va lire, je vais réfléchir à comment est-ce que, en fonction des éléments de décor qu'il va y avoir dans cette maison, des tableaux accrochés au mur, des objets qu'on trouve dans les coffres quand on ouvre les coffres, je vais faire comprendre qu'en fait, c'est un forgeron qui habite là. Et je ne vais pas le dire, je vais juste le donner à percevoir. Une personne qui va traverser la maison sans rien regarder ne va pas s'en rendre compte, et c'est peut-être pas très grave. Une personne qui va décider par ce qu'on appelle l'agency, donc la liberté d'action, d'aller regarder des détails, d'aller regarder l'environnement autour d'elle, va se rendre compte qu'elle est chez un forgeron. Et qu'est-ce que ça va lui apporter en tant que gameplay? Peut-être rien d'autre que l'impression d'être dans un monde vivant, parce qu'il y a entre autres choses des forgerons. Peut-être un avantage super important, parce que dans ce cas-là, il saura à qui demander sa nouvelle épée. Je dis n'importe quoi, mais vous avez compris le principe. Et donc, dans le jeu vidéo, il y a le métier d'auteur, le métier de scénariste, même le métier de dialoguiste de plus en plus souvent, qui vont vraiment écrire des dialogues un peu comme dans le cinéma. Mais il y a aussi un métier un peu moins connu, qui est celui de narrative designer. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, concepteur narratif, qui va être la personne qui va réfléchir à toutes les façons qui ne sont pas du texte de raconter l'histoire que le jeu veut raconter. Ça peut être des audiologues qu'on va trouver à droite et à gauche et qui vont rajouter des petits bouts d'histoire. Ça peut être justement donc la disposition d'un décor qui va raconter de l'histoire. Ça peut être tout un tas de choses, et ça peut aussi, et parfois même surtout, être le gameplay. Quand tout d'un coup, le personnage se met à se traîner, à avancer de plus en plus difficilement, les mouvements sont plus durs, il faut appuyer plus fort sur les touches de la manette, eh ben, on raconte une partie de l'histoire de l'affaiblissement de son personnage par les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose que seul le jeu vidéo peut faire. Donc, c'est forcément intéressant si c'est un avantage comparatif du média. Nous, en tant que designers, ça va nous intéresser d'essayer de manipuler ces choses, même si c'est souvent très compliqué de le faire correctement. Alors, Florence, c'est la deuxième fois que tu prends de l'avance déjà sur les thèmes que je voulais aborder après. Mais voilà, ça veut dire que du coup, toute la conversation suit son cours, c'est parfait. En effet, comme tu le disais, l'écriture d'un jeu vidéo, ça passe par énormément de choses. Et il n'y a pas seulement voilà, il n'y a pas juste des écrivains ou écrivaines, des auteurs ou des autrices, il y a des dialoguistes, des scénaristes, des lore designers qui s'occupent de construire l'univers, il y a ceux qui écrivent le contenu, donc les livres qu'on peut trouver sur les tables, comme tu l'évoquais, etc. Et forcément, alors ça va dépendre des studios. Quand les studios vont être énormes, quand ça va être de grosses usines à jeux vidéo, tout ça, dans le département de l'écriture, chacun va avoir sa spécialité. Après, dans des plus petites structures, forcément, les personnes vont avoir plusieurs casquettes. Et donc là, je pense notamment, en fait, plus ou moins à vous trois, vous êtes quand même dans des assez petites structures. Comment ça se passe au sein de vos studios pour ça? Dans quel état d'esprit, je pense notamment à Joanne, parce que je sais que c'est toi qui écris l'essentiel de ce qui se passe dans les jeux, que ce soit le scénar, les dialogues, les contenus, tout ça. Dans quel état d'esprit tu te mets pour changer de casquette, en fait? Tu te dis, bon, là, je vais bosser sur le scénario, là, plutôt sur l'univers, là, plutôt sur les dialogues, et avec qui tu te mets en relation pour aborder ce genre de questions? Il y a un peu un ordre déjà, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à écrire les dialogues si je n'ai pas écrit l'univers, évidemment. C'est un petit peu, on part en général du macrocosme pour aller jusqu'au microcosme. Donc, moi, effectivement, je travaille sur l'univers en premier lieu. Et même l'univers intègre déjà le type de jeu que je veux y faire, même si potentiellement, évidemment, un univers, je le fais toujours beaucoup plus large que ce qu'on va réellement voir dans le jeu. J'essaye de décrire, de
de l'imaginer de manière aussi complète et complexe que possible. Et effectivement, le jeu en montrera souvent qu'une partie. Un certain nombre de choses resteront dans des dossiers sur le côté qui nous permettront soit de faire un autre jeu dans le même univers, qui peut être effectivement intéressant, soit simplement d'avoir toujours la réponse, en fait. Le principe, c'est que je veux pouvoir être en mesure, quand un développeur, un membre de l'équipe, un game designer, même le musicien va me dire « au fait, comment on fait de la musique dans ton univers ?» Je dois être capable de lui répondre. Donc, ça implique d'avoir une vision aussi complète que possible. Donc, c'est une réflexion effectivement assez large. Donc, cette partie sur l'univers qui va vraiment être aussi variée que possible, pendant laquelle je travaille quand même malgré tout beaucoup déjà avec le directeur artistique, avec les lead game designers, pour justement malgré tout même commencer aussi à imaginer à quoi ça va ressembler, parce qu'on a beau se dire qu'on est les meilleurs créateurs du monde, déjà c'est pas forcément le cas, et en plus on a une vision qui est limitée. C'est justement le travail des directeurs artistiques de nous aider à donner corps visuellement à ce qu'on imagine en fait, à ces univers-là. Et c'est là que la collaboration avec un directeur artistique va être particulièrement pertinente et intéressante. Donc, ils vont nous permettre effectivement de commencer à voir ce qu'on avait imaginé, de choisir aussi évidemment à quoi va ressembler le jeu au final. Et puis après, on commence à avancer, à se concentrer plus sur les factions, sur les personnages. Et puis à partir de ce moment-là, on va encore plus loin et on peut commencer à imaginer des dialogues et donc des paroles dans les bouches de ces personnages. Donc c'est vraiment, ça se fait petit à petit, mais il faut imaginer qu'on pense l'environnement, les décors du jeu, par exemple, comme un personnage à part entière. C'est-à-dire que ce personnage-là aussi va avoir une histoire. Ce personnage-là aussi alors, il ne va pas avoir de dialogue, a priori, même si on l'a fait un peu sur Gridfall, mais c'est un petit peu différent. Mais effectivement, quand on conçoit les environnements comme des personnages et du coup, on leur écrit une histoire, ça va avoir l'intérêt de permettre justement exactement ce que disait Florent tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de facilité pour ajouter après des détails dans cet environnement qui vont retranscrire cette histoire. Parce que le principe, c'est évidemment pas de poser dans un coin un bouquin que les joueurs vont pouvoir ouvrir en disant « Ah bah tiens, dans ce lieu-là, alors l'histoire, c'est ça. » L'histoire, il faut qu'elle émane en fait réellement de l'environnement lui-même. Donc, en fait, on conçoit, chaque élément finalement est conçu un petit peu comme un personnage. On va vraiment essayer d'imaginer son histoire et de faire en sorte qu'ils portent leur histoire sur lui ou sur eux selon ce dont on parle. Donc c'est effectivement un peu comme ça que ça fonctionne. Et chaque étape entraîne une collaboration avec différents corps de métier. On ne fait pas un jeu... C'est toujours possible, bien sûr, de faire un jeu tout seul dans sa cave, mais on a évidemment des limitations qui sont importantes en termes on va dire de production et de réalisation quand on est seul, et puis de temps de production. Et c'est un travail qui devient du coup, qui peut devenir très très laborieux et que se consumer son propre créateur. L'intérêt de travailler en équipe, en plus, c'est que l'équipe elle-même apporte énormément de richesse. Donc les directeurs artistiques vont apporter réellement une vision, une image qui va venir colorer un peu tout ce qu'on a pu écrire sur un univers. On va avoir un musicien qui va venir habiter cet univers-là par du son et par de la musique. On va avoir des sound designers qui vont y mettre évidemment tous les bruitages. Chacun, en fait, va amener ses idées et l'univers va s'enrichir comme ça de toutes les influences, de toutes les histoires, de toutes les idées de chaque membre de l'équipe. Le rôle qui est aussi le mien, et bon, ce qui fait que effectivement j'ai un rôle un peu spécial, mais c'est parce qu'on a commencé avec une équipe relativement réduite, qui fait que je suis aussi directrice de production, fait qu'en plus, je peux essayer d'étaler et de faire fonctionner un peu ensemble toutes ces idées. Parce qu'évidemment, au départ, quand on met 10 personnes dans une pièce, chacun venant d'un département différent, avec leurs propres idées, ça peut vite ressembler à un patchwork qui ressemble à rien, en fait. Parce que chacun arrive en disant hey, « mais moi, je veux ça, et moi, je veux ça. » Et après, évidemment, il faut prendre toutes ces idées et essayer de les tisser tout ensemble pour que ça finisse par faire un motif qui ait du sens et qui ait du sens par rapport à l'histoire qu'on a envie de raconter, à l'expérience évidemment qu'on a envie de faire vivre aux joueurs. Et juste pour rebondir sur ce que disait Florent tout à l'heure,
Effectivement, la narration peut passer par plein de choses qui sont effectivement l'environnement, les costumes des personnages, les capacités qu'on lui donne aussi, évidemment. Si on a un personnage qui fait de la magie, on sait très bien qu'on ne raconte pas la même histoire que si on a un personnage qui sait conduire une voiture. Mais le gameplay lui-même, c'est-à-dire que les mécaniques de jeu elles-mêmes, sont une forme de narration. Si dans un jeu, je vous dis que vous devez être le dernier que vous allez être face à 100 joueurs, que vous devez être le dernier survivant, je ne vous raconte pas la même histoire, même s'il y a, en dehors vraiment de toute autre considération narrative, que si je vous dis que vous devez aider cet autre personnage à sortir de ce bâtiment dans lequel il est enfermé. Vous allez, à travers simplement la mécanique de jeu, le but du jeu, je ne vous raconte pas la même histoire et je ne fais pas fonctionner les mêmes réactions chez vous. Donc voilà, c'était juste pour compléter ce que disait Florent auparavant. Merci beaucoup. Moi, je pensais aussi à Vassilis, du coup, par rapport à l'axe que vous prenez avec Envy Software, qui est quand même très axé, du coup, sur les expériences virtuelles, enfin, de réalité virtuelle. Comment dire, vu que c'est axé sur cette feature, à savoir l'immersion dans une réalité virtuelle, comment vous pensez l'écriture vis-à-vis de cette proposition assez forte qu'est celle de la réalité virtuelle, pour pas complètement oublier en fait l'écriture par rapport au cœur du gameplay qui va être l'immersion dans un univers simulé. C'est une très bonne question et j'aimerais également revenir sur deux, trois choses qui ont été dites tout à l'heure. L'écriture, pour moi, dans les jeux, c'est un peu différent. C'est pas comme dans les livres ou le cinéma. Quand on parle de jeux vidéo, c'est quelque chose de beaucoup plus large, car la narration vient de tout. Elle ne vient pas des paroles uniquement. La parole, déjà, ça peut être la moindre participation. Ça nous vient des vêtements, du décor, des personnes qui investissent les lieux. C'est la plus grande partie. Mais il ne faut jamais oublier, comme il a été dit, que c'est l'interaction qui fait le médium, qui rend le médium différent des autres. La façon d'interagir du joueur avec l'environnement, avec le jeu, peut déjà raconter des histoires ou une histoire. Et selon notre manière d'agir sur cette interaction, de l'utiliser, cette interaction, l'écriture peut être vue sur un prisme différent. Et étant donné que j'ai beaucoup travaillé avec la réalité virtuelle, comme vous l'avez peut-être compris à partir de la bande-annonce, il est tout à fait différent de concevoir un jeu en tenant compte de la plateforme, et il est tout à fait différent de faire le portage d'un jeu d'une plateforme à une autre. J'ai entendu dire très souvent que très bien, on aura tous les jeux third person qui existent sur les PC et qu'on en fera tous des réalités virtuelles. Et ce sera des jeux excellents, parfaits. Mais il y a un détail, ils n'ont pas été créés pour la réalité virtuelle et leur façon de narrer l'histoire n'est pas adaptée. La réalité virtuelle, en fait, est une sorte d'immersion, est une sorte d'identification du joueur inédite jusqu'à présent dans les autres jeux numériques. Et donc, il faut aborder de manière tout à fait différente le récit par rapport à un observateur externe. Pour moi, c'est très important. Il faut toujours avoir en tête quel est le moyen, quel est l'objectif, la raison pour laquelle nous concevons en tenant compte des contraintes. C'est l'approche qui change. Juste pour peut-être conclure sur cette question, très rapidement. Vas-y, Florent. Rapidement, parce qu'on va bientôt attaquer les questions. Très rapidement. Par exemple, nous, dans Terme mon amour, on raconte une partie de l'histoire par l'interface. Le fait que l'interface ressemble à une application de messagerie classique raconte une partie de l'histoire. Le fait que
dans cette interface, tu aies un petit voyant indicateur qui t'indique si la personne à qui tu es en train de parler est en ligne ou pas. Quand ce voyant tourne, se transforme de en ligne à indisponible, toi, en tant que joueur, tu te dis qu'est-ce qui est arrivé à Nour, qu'est-ce qui est arrivé au personnage. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est juste changer l'état d'une variable pour que le petit rond passe de vert à rouge. Et ben ça raconte un petit morceau de l'histoire, et parfois un gros morceau de l'histoire, parce que parfois c'est la source d'une grosse réaction chez le joueur. Donc même l'interface peut raconter l'histoire. Et tous les détails qui composent un jeu vidéo s'inscrivent dans cette même logique. Et je trouve que c'est ça qui est hyper beau, parce que du coup, il y a des morceaux de ton jeu auxquels tu n'as pas forcément réfléchi consciemment, et dont tu te rends compte après en discutant avec les joueurs que c'est ces éléments-là qui les ont le plus touchés, le plus émus ou le plus énervés, agacés, sortis du jeu. Et c'est tout un tas de choses que tu contrôles pas forcément jusqu'à la... Enfin, peut-être que quand on a l'expérience, beaucoup plus d'expérience que la mienne, c'est le cas, mais j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a plein de petits éléments plein de petits choix que tu fais dans ton design de toutes les interactions qui vont parler aux joueurs à des magnitudes que tu mesures même pas nécessairement quand tu envoies ton jeu dans les magasins pour que les gens les magasins virtuels, hein, parce qu'aujourd'hui bon, ça se passe plutôt comme ça, pour que les gens les achètent. Voilà. C'est vrai que là, tous les deux, vous avez abordé, toi Florent et toi Vassilis, la question en fait du support qui est assez essentielle quand elle dérive en tout cas des supports traditionnels que sont l'ordinateur et les consoles. Euh, on, on transmet différemment une histoire et un message avec la réalité virtuelle, avec un appareil mobile, parce que là, en plus, ton jeu était vraiment pensé, Florent, pour le mobile, parce que c'était une sorte de mise en abîme du jeu lui-même, puisque dans le jeu, on a un téléphone et on jouait sur notre téléphone. Et donc, en fait, toute cette transmission de messages sera la dernière chose sur laquelle j'ai envie d'ouvrir ce webinaire, avant qu'on passe aux questions de l'audience, c'est quand on raconte une histoire, vu qu'il y a une mise en récit des événements, une mise en récit des faits, il y a forcément un point de vue qui est porté sur ces événements et sur ces faits, et donc un message est transmis en fait. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous enfin, c'est une question un petit peu rhétorique parce que je sais que pour vous c'est important, mais comment voilà, vous vous situez par rapport au fait de transmettre un message, sans forcément parler d'engagement ou de jeu militant, mais voilà, Florent, toi, il y a clairement des messages et une réflexion qui est portée quand tu réfléchis au sort des migrants. Et de ton côté aussi, je pense aussi à tes jeux, tes deux derniers projets, Johan, où voilà, clairement sur Gridfall, on est sur le rapport à l'autre, on a forcément des échos du phénomène de la colonisation. Et dans Steel Rising, j'ai l'impression qu'on va avoir des thématiques qui tournent autour de l'autorité, de la rébellion, des choses comme ça. Comment ces messages, vous les portez avec... de quelle manière? Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites des armes, vous voulez titiller la curiosité des joueurs? Comment ça se passe pour vous? Rapidement, parce que voilà, après les questions. Rapidement, moi je pense que c'est pas tant des armes que des grandes responsabilités en fait. C'est-à-dire que pour moi, les game designers, c'est la personne qui va décider. Tous les jeux n'ont pas des conditions de victoire et de défaite, mais quand même une bonne partie des jeux, on propose aux joueurs de faire des actions qui vont être sanctionnées par la victoire et la défaite. Et quand, en tant que game designer, tu décides qu'est-ce qui va amener à la victoire et qu'est-ce qui va amener à la défaite, tu fais de la politique en fait. Tu portes un propos politique. Et donc, à toi de faire en sorte que ce que tu encourages ton joueur à faire, j'allais dire presque manipule, parce qu'il y a presque un petit peu de ça, ce que tu le pousses à faire et ce que tu récompenses dans ton jeu, dans ton game design, colle, s'aligne avec ton éthique personnelle. Et moi, c'est un truc à quoi j'essaie de veiller systématiquement dans mes projets. Merci beaucoup. C'était bref, en plus, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un... Johan, quelques mots là-dessus? Oui, bah effectivement, on transmet forcément quelque chose. Ça peut même être des choses d'ailleurs très personnelles. C'est pas forcément toujours le dernier brûlot politique destiné à changer la face du monde, même si parfois on aimerait que ce soit être capable de le faire, mais c'est pas forcément le but. On n'est pas là pour. Enfin, moi, je considère que je suis jamais là pour faire la morale aux joueurs. C'est pas mon but. Par contre, si je peux amener des questionnements, des réflexions, si je peux
suggérer certaines situations et créer une empathie en fait avec d'autres personnages qui vont du coup amener le joueur à peut-être à se poser des questions, c'est déjà, on va dire que l'essentiel de mon travail est fait. Alors évidemment, après, c'est aussi des choix de thématiques qu'on va aborder, etc. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Florent. Toute forme d'art est politique, de toute façon. Dire le contraire, c'est juste soit ne pas savoir ce que veut dire le mot politique, soit ne pas savoir ce qu'est l'art, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un problème d'incompréhension. Et oui, bien sûr qu'on porte du message à travers nos jeux. Ça ne veut pas encore pour autant dire qu'effectivement, on essaye de faire du bourrage de crâne ou de changer les idées par des manipulations plus ou moins subtiles des joueurs. Ça veut juste dire qu'on leur transmet quelque chose. Et après, évidemment, eux sont complètement libres de réagir par rapport à ça, d'aimer ou de ne pas aimer, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Peu importe, en fait, à la limite. C'est une forme vraiment de transmission d'expérience. Et là où, encore une fois, le jeu est particulièrement pertinent pour faire ce genre de choses, c'est parce qu'encore une fois, il crée un lien très fort entre parce que le joueur va vivre d'une certaine manière, même si c'est évidemment de manière virtuelle, ce qui se passe, c'est évidemment encore plus fort dans la VR. Enfin, moi, je suis très, très admiratif de ce qui se fait et très, très curieuse aussi de ce qui se fait dans ce domaine-là, même si c'est quelque chose pour lequel je ne travaille pas pour l'instant. J'ai fait un tout petit projet, mais c'était un peu anecdotique. C'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut jouer sur vraiment l'empathie, sur l'immersion, et ces liens-là, et évidemment l'interactivité, le fait encore une fois de donner, c'est le joueur qui a le pouvoir, c'est pas nous. C'est lui qui fait ses décisions, c'est lui, à partir du moment évidemment il accepte de jouer les règles, de jouer au jeu et de respecter les règles du jeu, effectivement c'est vraiment lui qui est en capacité d'agir. Donc à nous, à travers ce qu'on fait, d'avoir effectivement une vraie responsabilité par contre sur ce qu'on leur transmet. C'est aussi une question qui peut rejoindre un peu le questionnement qu'on peut avoir par rapport notamment au public des jeux. Si on met un petit encart sur les boîtes pour dire que ce jeu est plutôt pour, par exemple, les plus de 12 ans, c'est pas contrairement au puzzle parce qu'on pense que le jeu est trop difficile, c'est parce qu'on veut prévenir qu'en dessous de 12 ans, le contenu peut être éventuellement choquant ou inquiétant, etc. Donc ça aussi, cette responsabilité-là, on l'a déjà par rapport à ça. On doit annoncer la couleur d'une certaine manière sur est-ce que c'est un jeu qui va faire peur ou qui va être, j'en sais rien, inquiétant, effrayant, etc. On a aussi évidemment une responsabilité par rapport aux propos qu'on transmet et par rapport au questionnement qu'on peut faire naître chez le joueur. Oui, ça c'est une certitude. Merci beaucoup. Est-ce que je voyais Vassilis s'applaudir à la mention de la politique dans les jeux vidéo, et c'est tout à fait raison. C'est tout à fait, vrai. Sauf si Vassilis, tu veux ajouter un dernier mot, on arrête là et on passe aux questions. Mais si jamais tu as une dernière mention, une dernière petite citation, n'hésite pas. Rapidement, j'aimerais dire que si nous ne sommes pas disposés à militer avec notre art, nous ne sommes pas assez bons pour faire de l'art. Donc, nous allons transmettre des messages, qu'on le veuille ou non, et il faut être prêt à identifier ces messages et savoir quels sont les messages que nous voulons transmettre. C'était aussi pertinent que bref. Merci beaucoup, Vassilis, pour ce mot de la fin. Et on va pouvoir passer enfin aux questions, puisqu'on me fait signe depuis tout à l'heure qu'il faut enchaîner avec le public. Donc, c'est au tour du public. Bonsoir, je vais lire les questions du public. Première question de Monsieur Theodoris Kanakis. Les jeux vidéo qui réussissent à associer l'aspect tactile et le gameplay, comme le Death Stranding et le Dark Souls, considérez-vous qu'ils ont été écrits avant les jeux? Est-ce qu'ils influent? Est-ce qu'un groupe peut se baser sur un concept out of the box et arriver à la forme finale du jeu vidéo? Je peux la répéter si vous souhaitez, si vous voulez.
Sauf si Vassilis a l'air d'avoir, forcément en grec, a eu le texte original, peut-être qu'il a l'air intéressé pour répondre à la question. Vassilis. La réponse est non. C'est pas possible. La chose ne fonctionne pas ainsi dans la création de. On ne peut pas d'abord créer l'histoire et ensuite le gameplay. Tout doit être en harmonie, travailler sur le gameplay, sur l'histoire et que l'un inspire l'autre à avancer. Je ne sais pas si ça s'est fait, ce que tu viens de décrire. Peut-être dans le Disco Elysium, où il y avait d'abord un livre qui a été écrit et adapté ensuite en jeu vidéo, mais c'est un cas assez particulier. Ce n'est pas une tactique, une approche courante. Oui, c'est vrai que la création de jeux vidéo est très, comment dire, segmentée et surtout, tout se fait un peu en même temps. Contrairement au cinéma où on a pré-production, tournage, post-production, on va avoir vraiment voilà, la DA, la scénario, la construction de l'univers, la programmation, tout va se construire un petit peu en même temps. C'est un puzzle qui se construit tout d'un coup. Et du coup, je comprends a posteriori la question qui avait été posée et merci Vassilis d'y avoir répondu. Il y a Alors, une dimension. Pardon. Pardon, vas-y. J'en ferai rien. Ça arrive effectivement qu'il y ait des adaptations. On en a parlé d'ailleurs de livres en jeux vidéo, mais ça reste effectivement des adaptations et ça demande donc un travail très très particulier. En fait, il faut comprendre que beaucoup de scénaristes aujourd'hui qui travaillent pour du jeu vidéo sont en fait, ont déjà, on va dire, un passé de game designer et que même si on peut considérer que c'est leur œuvre, il y a une citation de Death Stranding, c'est des gens qui ont une connaissance déjà des mécaniques de jeu et ils savent déjà en fait ce qu'ils ont envie d'avoir comme type de jeu et comme mécanique de jeu. Et donc finalement, l'écriture ne vient pas avant puisqu'elle elle inclut déjà d'une certaine manière le gameplay. Mais c'est des cas effectivement particuliers et en général, c'est plutôt un travail d'équipe qui se fait de manière simultanée. Il arrive par contre que l'inverse existe, c'est-à-dire qu'un jeu soit conçu et qu'on demande en renfort de rajouter de la narration par-dessus, et ça marche très mal, et c'est souvent très très mauvais. On peut enchaîner les questions. Pardon pour l'interruption, Paulina, allez-y. Je passe dans... θα κάνω τώρα λίγο τη δεύτερη ερώτηση. Deuxième question. Iasonas Nikiteas. Ma question. Qu'est-ce qui a influé sur la constitution de votre effectif ou des artistes avec lesquels vous travaillez dans vos studios? Est-ce qu'il y avait un point commun et est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui commencent à concevoir leur premier jeu vidéo? Qui veut prendre la parole? Florent? Oui, moi j'ai toujours, et c'est pas forcément une bonne idée, alors je ne présenterai pas ça comme un conseil, mais j'ai toujours préféré travailler avec des gens avec qui je m'entendais bien personnellement, avec qui je partageais des choses, et notamment des valeurs humaines, de communication, de bonne entente, de volonté de faire une œuvre collective. Je dis c'est pas forcément une bonne idée parce que ça doit pas être le seul phare dans la tempête, mais par contre faire un jeu vidéo c'est souvent long, c'est souvent pénible et compliqué. Donc s'entendre très bien avec les gens avec qui on travaille, ça peut quand même servir. Après, au niveau du choix, par exemple pour les artistes, puisque je crois que la question porte plus spécifiquement là-dessus, tout dépend vraiment de l'histoire qu'on raconte, du type de jeu qu'on veut faire. En termes à mon amour, j'avais besoin de travailler avec un artiste qui serait capable d'avoir un bon niveau de distance avec le réel. Je voulais des illustrations qui fassent réalistes, mais qui soient néanmoins clairement des illustrations. Et cette distance-là, elle n'est pas très facile à trouver. Donc, j'ai regardé pas mal de gens qui venaient du monde de la BD pour finalement travailler avec Mathieu Godet, qui, à mon sens, proposait vraiment une distance qui était la bonne pour qu'on soit clairement en face d'un jeu vidéo et qu'en même temps, on reconnaisse clairement le réel. Donc, ça dépend vraiment des projets sur lesquels on travaille, je dirais.
Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, pardon, vas-y, Joanne. Oui, c'est vrai qu'on choisit souvent les artistes avec qui on travaille en fonction du jeu qu'on doit faire. On a fait par exemple un jeu pour enfants au début de notre studio et on s'est adressé évidemment à un illustrateur qui avait un style graphique qui nous paraissait en cohérence avec l'univers qu'on voulait rendre, qui est celui des contes de fées, un petit peu à l'ancienne, traditionnel. Donc, on s'est dirigé vers quelqu'un qui faisait déjà en fait ce type d'illustration pour concevoir les éléments graphiques. Alors qu'évidemment, sur d'autres jeux, on s'est rapproché de gens qui faisaient du dessin plus fantasy ou tout en gardant un certain style réaliste. Néanmoins, on connaissait, et c'est là aussi qu'on voit que c'est une alchimie un petit peu complexe, c'est qu'on connaissait nos limitations techniques, c'est-à-dire qu'on savait qu'on ne pourrait jamais faire un jeu aussi réaliste que le dernier The Last of Us, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, on savait qu'on allait devoir prendre une sorte de parti pris graphique pour avoir certes des personnages qui soient réalistes, puisqu'on n'est pas dans le rigolo ou dans le mignon, mais il fallait qu'on ait quelque chose d'en plus pour un peu ce que disait Florent par ailleurs. Nous, ce n'était pas tant pour nous distancier de la réalité que pour assumer le fait que ce style artistique soit effectivement pas non plus complètement photoréaliste en tout cas. Et en utilisant un style de dessin qui se rapprochait de la peinture en fait de l'époque. Non seulement on était en cohérence avec l'univers du jeu, puisque le jeu s'inspire du XVIIe siècle, mais en plus, finalement, ça nous évitait justement, on a fait des recherches graphiques importantes malgré tout, mais ça nous évitait d'avoir à aller chercher, on va dire, une qualité de rendu graphique qui soit photoréaliste, qu'on ne pouvait de toute façon pas atteindre avec la taille de notre studio. Merci, Joanne. Question suivante, sauf si Vassilis veut rajouter quelque chose, mais sinon, question suivante. Non, il fait signe que non, de la tête. Du coup, c'est bon, on peut passer à la question suivante. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais la poser parce que je suis sur le canal en français. Donc, c'est une question qui a été posée par Raef Ben Haïm. Bonsoir, merci à vous pour vos interventions, c'était passionnant. Quelle est votre expérience avec la recherche scientifique et la création des mondes dans les jeux vidéo, dans vos jeux vidéo? Ressentez-vous des valeurs ajoutées à la recherche scientifique en sciences humaines comme en physique pour enrichir vos univers de jeu? Quels aspects, selon vous, en bénéficient le plus? Là, je pense que là, tous les trois, et notamment Joanne et Florent, allez, là, sur la recherche, je pense que vous pouvez y aller. Là, lâchez-vous. Qui veut commencer? Pas tous en même temps? Ah, allez, Vassilis d'abord. Il nous est arrivé plusieurs fois, et Jeanne l'a dit, je pense, de travailler avec des facultés, universités pour effectuer un travail de recherche plutôt scientifique en utilisant leurs méthodes. Et ce que nous avons remarqué personnellement, c'est que c'est un double chemin, c'est-à-dire ce que la recherche peut apporter au jeu ou ce que les sciences humaines, la sociologie ont à donner à la création de jeux lors de leur conception. Il en va également inversement. Notre savoir-faire, le savoir-faire des jeux vidéo peut améliorer les processus ou les approches de certains champs scientifiques. Par exemple, le gamification en tant que champ a été créé plus ou moins comme cela, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines choses que nous percevons, concevons en tant que game designer et qui peuvent améliorer certains d'autres champs à travers cette transformation, le divertissement comme une incitation pour changer les choses. Je pense qu'il y a un lien, une corrélation qui n'est peut-être pas valable pour tous les studios. Je ne veux pas dire par là que toute la journée dans notre studio, nous suivons au quotidien les progrès de la psychologie pour pouvoir répondre à notre jeu. Non, mais je pense qu'il peut y avoir un lien, une corrélation.
beaucoup. Et de l'autre côté, je pensais éventuellement aussi aux recherches sur le fond du jeu pour créer un univers ou pour raconter une histoire particulière. Et donc, Florent, par rapport à l'histoire que tu as racontée avec Enterrement mon amour, forcément, il ne fallait surtout pas raconter n'importe quoi, notamment avec ce genre de sujet. Donc, tu t'es beaucoup, beaucoup renseigné, tu as discuté avec beaucoup de personnes. Et Joanne, de ton côté, pareil, tu t'expliquais que ton jeu se passe dans le XVIIe siècle, un peu fictif, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été recherchées pour donner voilà, corps à cet univers au niveau de l'architecture, des costumes, des peintures présentes ou même de la direction artistique. Comment vous avez mené ces recherches l'un et l'autre? Et puis après, je pense qu'on arrêtera ici. On m'a fait signe que la table ronde devait prendre fin après ça. Florent, tu veux commencer? Rapidement, parce que nous, du coup, moi, je pensais que la question portait plus sur la recherche universitaire et scientifique. Et c'est vrai que nous, sur Enterrement mon amour, on était plus dans la recherche documentaire un peu plus classique. Donc, on a lu énormément d'articles de presse, on a regardé beaucoup de documentaires qui étaient préexistants, on a interviewé des gens, on a lu aussi de la littérature sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a quand même mis 4 ou 5 mois 4 mois, je dirais, à faire quasiment que ça avant même d'écrire la première ligne de script, de code, d'histoire, parce que ça nous semblait très important d'être fidèle à l'histoire qu'on racontait le plus possible, même si Enterrement mon amour est une fiction, on a quand même essayé de la rendre la plus réaliste possible et la plus fidèle aux expériences de vie possibles. Après, juste une toute petite parenthèse, il y a de plus en plus de recherches sur le jeu vidéo, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue des usages, que d'un point de vue des effets cognitifs et sur le développement cognitif, sur les neurones, etc. Moi, je trouve que c'est évidemment, j'en suis très heureux et j'en suis d'autant plus heureux que souvent cette recherche démonte des a priori. Alors, ça peut être des a priori sur la violence et les jeux vidéo, des choses comme ça, qui est très classique. Ça peut être aussi des a priori que nous, designers, on a sur l'hyper-investissement des joueurs, alors qu'en fait, on se rend compte que le jeu, c'est parfois une activité avec un divertissement à côté, pas forcément super focus tout le temps, etc. Je trouve que, comme n'importe quel praticien de n'importe quelle discipline, avoir une recherche académique, c'est toujours une grande richesse. Et moi, dès que des gens m'approchent, ça arrive régulièrement, notamment en sciences humaines et en sciences de la communication, pour faire des travaux de recherche sur Enterrement mon amour et sur les autres jeux qu'on a pu faire, je suis toujours hyper content. Donc, s'il y en a dans l'audience, n'hésitez pas. Du coup, j'enchaîne. Le lien avec la recherche, effectivement, est multiple. Nous, on fait des recherches en interne. On fouille, ça va effectivement, comme le disait très bien Florent, de la lecture à des visites au musée, avec des contacts avec des conservateurs aussi pour obtenir des détails sur des patrons de costumes, sur ce genre de choses. Donc, on a effectivement cet aspect-là, mais c'est plus une recherche de notre part. J'ai su qu'à l'époque où je travaillais sur Technomancer, je suivais avidement le fil de la NASA pour me tenir au courant des dernières découvertes martiennes. Donc, on est effectivement, pour nourrir nos univers, on va faire beaucoup de recherches, mais sur la recherche à proprement parler, notamment en ce qu'on appelle en UX, donc en expérience de joueur, où effectivement il va y avoir un lien assez fort avec les sciences humaines et la psychologie. En neurosciences aussi, on va avoir des échanges avec des universitaires sur ces sujets-là. C'est plus quelque chose qui est un petit peu dépendant des studios et de la volonté de chacun. Et effectivement, à côté de ça, il existe maintenant des champs de recherche qui se créent spécifiquement sur le jeu. J'ai la chance personnellement d'avoir travaillé et échangé avec le département en neurosciences, mais qui utilise beaucoup la VR d'ailleurs, à Genève, à l'université de Genève. Et c'est vraiment passionnant, on apprend énormément de choses. Et je dois avouer que j'ai beaucoup appris d'eux. Je ne sais pas si l'inverse est vrai. Eux, ils avaient l'air contents, donc je pense que c'est pas mal. Mais, mais en tout cas, moi, j'ai effectivement beaucoup appris parce qu'on se rend compte de tout ce qui se met en œuvre. En fait, il y a des choses qu'on fait de manière très, très empirique dans le jeu vidéo. Et en échangeant avec des universitaires et des chercheurs, on va se rendre compte du fonctionnement de certaines choses et on va du coup pouvoir potentiellement les améliorer, les rendre plus agréables ou plus fluide, etc. Mais c'est quelque chose, honnêtement, qui, je pense, à ce stade, n'est pas encore complètement intégré dans les studios de jeux vidéo. On n'a pas par exemple,
de personnes qui soient responsables des relations universitaires ou des relations de recherche, etc., à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la recherche en interne, de recherche documentaire, mais on peut aussi parler de la recherche en termes de programmation. Nous, on a tout un pôle en interne qui fait aussi de la recherche très, très pointue sur des outils qu'on va utiliser pour pouvoir avoir des outils qui vont être aussi adaptés que possible à la création de scénarios, de narration, etc. Parce que c'est des outils qu'on envisage à plus ou moins long terme pour les partager directement avec les joueurs, pas uniquement pour nous. Donc, il faut qu'on les rende aussi attractifs, agréables à utiliser pour qu'ils puissent raconter leurs propres histoires, par exemple. Ce genre de problématique-là. On a aussi, évidemment, de la recherche qui est plus, on va dire, algorithmique sur la manière dont va fonctionner le jeu, dans la manière dont le jeu va fonctionner sur les consoles, etc. Donc, la recherche, elle est un peu partout, et honnêtement, c'est un terme qui est un peu flou pour définir exactement de quoi il s'agit. Mais si on parle vraiment de lien avec la science s'intéresse de plus en plus au jeu comme outil de transmission, de formation, d'expérience aussi. Et nous intéressons aussi évidemment la science parce qu'elle nous donne des moyens de progresser. Le jeu vidéo est un milieu, est un média qui est en perpétuelle évolution, et on a évidemment besoin de la science. Donc on doit travailler avec eux, ça va de soi. Merci beaucoup, Johan, pour le mot de la fin, parce que je pense que nous allons nous arrêter ici. Il est 20h en France, 21h en Grèce. Donc voilà, je vais laisser Christine faire le tout dernier mot avant qu'on se quitte. En tout cas, je vais remercier bien sûr l'Institut français de Grèce et bien sûr les 3 intervenants qui étaient avec moi ce soir. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir d'animer cette petite rencontre. Et voilà, merci. Ouais, voilà, c'est pareil. Et voilà, merci encore d'être venu. Merci. Christine, je te cède la parole. D'accord, enfin, c'était juste pour vous signaler qu'il y avait encore 17 questions de la part du public. Donc, évidemment, on n'aura pas pu répondre à tout le monde. C'est très dommage. Et il y en avait beaucoup qui concernaient la formation sur les jeux vidéo. Je vous signale qu'à l'Institut français, donc, il y a un département Campus France et qui saura vous aiguiller sur les formations de jeux vidéo qui existent en Grèce ou en France, de façon à ce que vous puissiez vous former. Voilà, donc c'est tout. Je vous remercie vraiment de votre participation. C'était passionnant, effectivement. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Et merci à tous les spectateurs, à la fois pour leur réactivité, pour leur participation. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt.